Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre exceptionnel, le Barbarian Life, volume 1, de Roy Thomas. Non, ne partez pas tout de suite. Ce bouquin, c'est le making-of des 50 premiers comics scénarisés par Roy Thomas et dessinés par Barry Windsor Smith et John Buscema. Il y a aussi un tome 2, un tome 3, qui couvrent respectivement les Conan le Barbarian 52 à 100 et 101 à 115, plus Savage Tales, plus King Conan, etc., etc. Mais dans cette vidéo, aujourd'hui, je ne m'occupe que du volume 1. Faites-moi confiance, si vous aimez découvrir l'envers du décor, ce bouquin, c'est une mine d'or. Avant de vous présenter ces anecdotes en détail, petite présentation de Roy Thomas. Roy Thomas a été le premier à succéder à Stan Lee en tant que rédacteur en chef de Marvel, de 1972 à 1974. Avant, pendant et après ce rôle, il a également été le scénariste de nombreuses séries, Doctor Strange, Daredevil, Avengers, les X-Men, pour ne citer que les plus célèbres. Car il a également été le premier scénariste officiel après Stan Lee. Stan Lee qui jusque-là écrivait tous les scénarios de toutes les séries Marvel. Thomas a co-créé de nombreux personnages, comme Serval, Man-Thing, Ultron, Morbius, Luke Cage, Iron Fist, Ghost Rider, Werewolf by Night et Killer Raven, pour ne citer que quelques-uns parmi les plus célèbres. Mais les faits d'armes pour lesquels Thomas est le plus célèbre, c'est 1. D'avoir réussi à convaincre George Lucas de laisser Marvel adapter La Guerre des Étoiles, Star Wars, en comics, ce qui, d'après ce que j'ai entendu dire, a préservé Marvel de la banqueroute dans les années 70. Et 2. D'avoir convaincu Robert E. Howard, en tout cas ses ayants droit, de laisser Marvel adapter Conan le Barbare en comics. Conan le Barbare qui nous ramène à ce bouquin. Pulp Hero Press est un petit éditeur qui semble être spécialisé dans l'heroic fantasy en général et dans les adaptations de Robert E. Howard en particulier. Bob McLean, l'éditeur, a contacté Roy Thomas en lui demandant de raconter ses souvenirs concernant Conan le Barbare, qu'il a scénarisé des numéros 1 à 115. Thomas explique qu'il avait déjà fait ce travail pour un éditeur espagnol, Forum Planeta. Cet éditeur espagnol avait décidé de republier les 100 premiers numéros de Conan le Barbare et avait demandé à Thomas d'écrire une intro pour chaque comics. Roy Thomas a donc repris les textes originaux, les a corrigés, les a adaptés pour l'édition américaine, et voilà, il y a donc eu 3 livres de publiés et en Amérique. Et je ne sais pas s'ils existent en VF. Si vous savez quelque chose à ce sujet, merci de partager l'info dans les commentaires. La première chose dont je me suis rendu compte en lisant ce livre, c'est que si vous ne possédez pas d'une façon ou d'une autre les comics dont Roy Thomas parle, lire ce livre est très frustrant. Parce qu'il fait continuellement référence, des références très précises, du style dans tel comics, telle page, telle case, Barry Windsor Smith voulait faire ceci, mais... Ah, vous voyez le genre, quoi. Donc, si vous n'avez pas le comics dont il parle sous les yeux, vous pouvez vous imaginer le contenu, mais c'est quand même pas la même chose. Heureusement, derrière cette couverture immonde, parce que franchement, faire une couverture pareille lorsque on compile tous les dessins de Barry Windsor Smith, faut en vouloir, quoi. Mais donc, derrière cette couverture immonde, j'ai le premier omnibus de Conan le Barbare, qui compile donc les 26 premiers épisodes dessinés par Gil Kane et Barry Windsor Smith. Et dans ce gigantesque recueil, j'ai son chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de Barry Windsor Smith, les Red Nails, les clous rouges. Allez, on va commencer gentiment avec l'omnibus, et ensuite on passera aux choses sérieuses avec les clous rouges. Lors de ses débuts chez Marvel, Barry Windsor Smith travaillait sans carte verte. Vous savez, le fameux sésame qui permet aux étrangers de pouvoir travailler sans visa en Amérique, pour une durée limitée. Et un beau jour, l'immigration américaine lui est tombée dessus, en lui disant que non seulement il avait 24 heures pour quitter la ville, New York, mais aussi 24 heures pour quitter le pays, sous peine de se retrouver en prison. Donc, c'est pour ça que Barry Windsor Smith a quitté en toute hâte l'Amérique, et c'est pour ça qu'il y a eu un laps de temps entre les Daredevil et X-Men qu'il avait dessinés au début, puis le Conan qu'il a fait. Parce que durant cette période, il était donc reparti en Angleterre, et Roy Thomas a commencé à lui envoyer les scripts par courrier. Et pendant qu'il faisait ça, Barry Windsor Smith a aussi commencé à s'enregistrer avec l'immigration américaine, qui est un processus très lent et très fastidieux. Dans Conan numéro 2, Barry Windsor Smith avait terminé ses dessins, Thomas était prêt à écrire les dialogues, sauf que c'est toujours à ce moment-là qu'il montrait les pages à Stan Lee et à l'éditeur, Martin Goodman, pour qu'ils approuvent avant justement qu'on écrive le texte et que ça soit envoyé à l'impression.
Mais donc Martin Goodman commença par refuser la page de garde de l'épisode, sous prétexte que Conan était accroupi à côté d'un cadavre d'ours, et non pas un cadavre d'homme-singe, l'histoire étant avec des hommes-singes. Thomas écrit « Notre éditeur adoré déclara que les lecteurs de Marvel ne payaient pas pour voir des ours, ils payaient pour voir des hommes-singes, et Goodman voulait les voir aussi, même sur la page de garde. Bien évidemment, dessiner un homme-singe sur la page de garde cassait tout le suspense, parce que ça montrait dès le début, dès la toute première page, que les hommes-singes n'étaient pas des adversaires de taille par rapport à Conan. Sans parler du fait que, dès la deuxième page, Conan se promène avec une pelisse d'ours sur le dos. Mais Barry Windsor Smith dut changer son dessin, et Thomas son texte, pour sacrifier aux caprices de l'éditeur. Dans le Conan numéro 8, Barry Windsor Smith a ajouté un message caché, page 14, la deuxième case en haut. Si vous regardez en haut à gauche, vous arriverez peut-être à décrypter le message que Barry Windsor Smith a inscrit, à savoir « I must be mad to sit here drawing all these coins. Je dois être fou de rester assis à dessiner toutes ces pièces. » Un certain John Byrne fera quasiment la même chose bien des années plus tard lors d'un combat homérique sur la Lune entre la garde impériale et les X-Men pour fêter la 500e page de la série qu'il avait dessinée. Dans Conan 23, Thomas n'a pas apprécié la présentation du méchant de service, en page 5, une présentation un peu trop anticlimatique. Il a donc demandé l'ajout d'une nouvelle page à Sal Buscema. Et oui, la page 6 de Shadow of the Vulture est la seule page du run de Barry Windsor Smith qui n'ait pas été faite par Barry Windsor Smith. Jusqu'à présent, personne ne s'est jamais rendu compte de la supercherie. Thomas n'en a jamais parlé, non pas que ce soit un gros secret, mais juste parce que la pratique n'avait rien de spécial. Comme il le dit, on produisait des comics à la chaîne, et on n'avait pas le temps de chercher midi à 14h. L'épisode 24, la chanson de Red Sonja, commence avec une bagarre dans la taverne, et cette scène est la seule cause de dispute sérieuse entre les deux artistes. Dans l'une de ses notes manuscrites, en bas de page, Barry indique que l'un des gardes devait traiter l'autre de Vank. Ce que Roy Thomas ne savait pas à l'époque, c'est que Vank, c'est un terme britannique qui signifie masturbation. Donc en gros, ce que Barry Windsor Smith voulait, c'était que Roy Thomas fasse que l'un des gardes traite l'autre de branleur. N'étant pas complètement naïf, Thomas demanda à Barry s'il s'agissait d'un gros mot, et celui-ci lui assura que non. Thomas le crut, le mot fut imprimé, et quelques mois plus tard, donc, Roy Thomas a appris la nouvelle, la vérité. À ce sujet, il dit « Même si je respecte Barry et que j'aime travailler avec lui, je ne le croirai plus jamais sur parole après qu'il m'ait fait un coup comme ça. Il s'agit bien sûr d'une blague somme toute innocente, mais je déteste qu'on me mente. » Étonnant, non? Passons maintenant au Clou Rouge. Je vous ai présenté cet ouvrage dans ma chaîne précédente. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, la vidéo, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je ne vais pas revenir dessus, à moins que vous me le demandiez dans les commentaires, et là, ce serait avec plaisir. Red Nails est l'adaptation en comics de la nouvelle de Robert Howard, qu'il avait publiée en 3 parties dans le pulp Weird Tales. Barry Windsor Smith et Thomas l'ont adapté fidèlement en 3 parties dans Savage Tales. Savage Tales qui est un magazine en noir et blanc. Thomas explique que lorsque Barry Windsor Smith avait commencé à travailler sur Les Clous Rouges, il avait déjà exprimé son intention de quitter la série de Conan le Barbarian, et que donc Les Clous Rouges serait son champ du signe. De plus, Barry Windsor Smith travaillait de plus en plus lentement, remplissant chaque case d'innombrables détails, ce qui fait qu'il ne pouvait plus gagner sa vie en faisant des comics mensuellement. Donc pouvoir se focaliser sur une seule histoire lui permettait d'avancer à son rythme sans sacrifier la qualité de ses dessins. Et finalement, travailler sur Les Clous Rouges a permis à Barry Windsor Smith et Thomas de travailler sur une histoire plus adulte, qui poussait le Comics Code dans ses derniers retranchements. Et c'est pourquoi cette histoire a été publiée à l'origine dans le magazine Les Savage Tales. Thomas dit « Comme il ne se passe rien au début de la première partie des Clous Rouges, Barry décida de présenter Conan dans une pose symbolique sur la page de garde. C'était une bonne idée, qui cependant ne nous empêcha pas d'avoir des ennuis avec Stan Lee par la suite. Celui-ci se plaignit en effet que les premières pages ne montrent rien, si ce n'est Valeria qui arrive à une clairière, démonte son cheval, puis grimpe sur une hauteur pour regarder ce qui se passe aux alentours. Il faut dire que Stan Lee était partisan d'avoir de l'action dès le début, dès les 2 premières pages du comics, quel que soit le comics, afin de capturer l'intérêt du lecteur dès les premières pages. Stan Lee laissa Thomas gagner cette bataille,
car la production de Savage Tales était déjà très en retard. Quelques mois plus tard, lorsque les chiffres de vente sont parvenus à Stanley et Roy Thomas, fièrement, a dit à Stanley « Regardez comme les chiffres sont bons, malgré cette lente introduction dont vous êtes plein. » Ce à quoi Stanley répondit « Ils auraient été encore meilleurs s'il y avait eu plus d'action dès le départ. » Thomas ajouta « Et j'ai décidé qu'on ne peut pas discuter avec ce genre de logique. Stan est mon mentor et l'une des personnes les plus influentes du monde des comics, mais on a tous nos excentricités. Pour les dialogues et les cartouches de texte, Roy Thomas a utilisé des extraits du texte de Robert Howard. À ce sujet, il dit « Tout comme Gil Kane, je crois que les cartouches de texte renforcent l'action, et qu'il n'y a aucune raison de laisser tout le travail reposer sur la narration visuelle et les bulles de dialogue. Surtout quand vous avez à votre disposition des textes aussi passionnants que ceux de Robert Howard. » Thomas confesse que Barry a eu un problème pour gérer son temps dans le premier chapitre de l'histoire, et il avait demandé à Pablo Marcos, avec l'accord de Barry, d'aider ce dernier pour l'ancrage des dernières pages. Il n'est pas clair qui a fait quoi sur les pages, mais Thomas ajoute « Si certaines pages ont l'air moins finies que d'autres, vous savez maintenant pourquoi. Et ce n'est pas la faute de Pablo Marcos, qui travaillait sous une énorme pression. Et de plus, les crayonnés de Barry n'étaient pas forcément les plus limpides qu'il ait pu dessiner. Barry devenait artistiquement meilleur de page en page. Il commença à dessiner des traînées de sang sur le sol, et celles qui dessina pour le reste de l'histoire ajoutèrent une touche réaliste à cette histoire surréaliste. » Thomas ajoute « Vous ne voyez pas que le sang noir, mais vous voyez aussi les éclaboussures qui vous permettent de visualiser ce que quelqu'un a dû faire pour générer ces traces, en traînant un corps ou en le poussant à coups de pied. Je n'ai jamais vu Sam Peckinpah, ni aucun autre réalisateur de film, utiliser du sang avec un résultat plus convaincant que ce que Barry a fait dans Les Clous Rouges. » Thomas termine en disant « Barry s'est amusé avec le noir et blanc. Il a dessiné Valeria allongée sur un lit et les seins à l'air. Mais comme le magazine n'est pas imprimé en couleur, sa nudité est cachée par les ombres. Même la scène entre Valeria et la reine Yassala, scène décrite par Robert Howard à son ami Lovecraft comme décadente, est dessinée avec des courbes tellement pures que le résultat est magnifique au lieu d'être racoleur. » Voilà, je vous ai condensé les 140 premières pages de ce livre. Et encore, condensé n'est pas vraiment le mot. Il y a une anecdote par page, quasiment une anecdote par paragraphe. Si vous êtes un fan de making-of, ou si plus simplement vous aimez découvrir l'envers du décor, je ne peux que vous recommander ce livre. Alors bien sûr, il ne donne que la version de Roy Thomas, et je serais très curieux de savoir ce que Barry Windsor Smith a à dire sur sa collaboration sur Conan le Barbare. Malheureusement, ça n'arrivera jamais, car Barry Windsor Smith parle très rarement aux journalistes, et quasiment jamais de son travail chez Marvel. Cependant, j'aimerais bien que Roy Thomas nous fasse le même genre de livre sur son travail sur Les Vengeurs, avec John Buscema et Neil Adams. Et d'ailleurs, en parlant de Neil Adams, j'adorerais pouvoir lire un livre donc, sur leur collaboration à Thomas et à Neil Adams sur les X-Men. Parce que je pense que comme tout le monde, j'ai lu ici et là sur internet qu'il y avait eu de l'eau dans le gaz entre les deux artistes, mais sans plus. Donc, sans en savoir plus. Donc j'aimerais en savoir plus. En parlant de ce genre d'ouvrage, il paraît qu'en février-mars, il va y avoir une autobiographie de Dave Gibbons qui va sortir, où il va expliquer pour la première fois pourquoi il a décidé d'arrêter de travailler avec Alan Moore suite à leur collaboration sur Watchmen. Donc déjà, je ne savais pas du tout qu'ils avaient décidé d'arrêter de travailler, je ne savais pas qu'il y avait eu des problèmes entre les deux artistes, mais on en saura plus en février-mars. Et j'ai parfois l'impression, quand vous voyez ce livre, donc il est sorti en 2018, donc 40 ans après le travail entre Barry Windsor Smith et Roy Thomas, on a ce livre. 40 ans après, on aura le livre de Dave Gibbons sur Dave Gibbons et Alan Moore. J'ai parfois l'impression donc que 40 ans, c'est la date de péremption pour les artistes de comics, et qu'ensuite ils se lâchent, et puis ils disent tout ce qu'ils ont sur le cœur. Enfin bon, j'ai précommandé le livre de Gibbons, et puis s'il est intéressant, je vous en parlerai. Et je vous disais donc que j'aimerais bien que Roy Thomas écrive d'autres livres, mais j'aimerais qu'en fait, il y ait, comme Dave Gibbons, qu'il y ait d'autres artistes qui écrivent leurs mémoires. J'adore découvrir l'envers du décor, j'adore voir des making-of, ou lire des making-of, que ce soit des films ou des comics, j'adore voir comment ils sont créés. Je trouve ça plus intéressant parfois que le film ou que le comics publié. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez.
Donc elle est vraiment très différente de ce que je fais d'habitude. Est-ce que ça vous a plu? Oui, un peu, pas du tout. Allez, on va se quitter. Comme d'habitude, merci de vous abonner, de partager la vidéo, de mettre un pouce bleu. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, comme toujours, Instagram, Facebook. Lisez plein de making-of et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!